Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale et conférencière, autrice du blog Est-ce comme c'est, et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Sur ce podcast, pas de méthode idéale à suivre à la lettre, mais des outils, des perspectives qui tiennent compte de votre réalité et vous aident, sans vous culpabiliser, à aborder les défis parentaux que vous allez rencontrer avec plus de confiance et plus de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Du côté des parents. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans les discussions des parents et qui est même, si j'en crois de récents baromètres, devenu la peur principale des parents à l'heure actuelle. Je veux bien sûr parler du sujet des écrans et du numérique en général. Les écrans font peur, en même temps ils prennent une place très importante dans nos vies, on ne peut plus s'en passer et donc ça pose beaucoup de questions sur comment on va pouvoir gérer ça avec nos enfants. Mais aussi, est-ce qu'on a vraiment les bonnes clés pour les comprendre ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Béatrice Caméraire, qui est journaliste scientifique spécialisée dans les questions d'éducation et de parentalité. Elle a mené une enquête tout à fait passionnante sur le sujet, dont elle livre les résultats dans son ouvrage « Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur ». Et j'avoue, connaissant Béatrice depuis longtemps, que j'aime beaucoup son approche réfléchie, pragmatique, nuancée, sur laquelle on se rejoint énormément. C'est pourquoi j'ai eu envie de lui donner la parole dans le cadre de ce podcast. Pour ne rien vous cacher, Béatrice et moi, on se connaît depuis très longtemps, on en reparle dans l'épisode en question, et depuis 2 ans maintenant, je crois, on a décidé de collaborer sur une conférence au sujet des écrans où on aborde la réalité des enjeux, des risques des écrans et des outils concrets qui peuvent vraiment aider les parents au quotidien. Donc cet épisode est un très court résumé de ce qu'on peut aborder en conférence, mais il vous donnera déjà des clés pour aborder peut-être différemment, plus sereinement, plus pragmatiquement le sujet des écrans et vous aider notamment à sortir des approches alarmistes qui, de mon point de vue d'accompagnante parentale, ne résolvent pas grand-chose, voire même créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Si vous voulez assister à l'une de nos conférences ou en organiser une, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site estcomcest.fr, rubrique les conférences. Sur ce, je vous laisse découvrir notre échange dans cet épisode. Bonjour Béatrice et bienvenue dans mon podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi. Ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. J'ai retrouvé mon premier article sur les vendredis Intello. Il date de mars 2012. Exactement. Ben, je suis ravie aussi, Sandrine. Ça me fait trop plaisir de constater aussi tout le chemin qu'on a fait ensemble, effectivement, depuis le lancement donc des Vendredis Intello, site participatif, collaboratif, d'échanges sur la parentalité. Ouais, moi à l'époque, j'étais en plein congé parental, donc les mains dans le cambouis, d'une certaine manière, de la parentalité. Et ouais, c'était une parenthèse pour discuter, pour échanger, pour construire un peu autour de toutes ces questions qui nous animaient au quotidien. Yes, mais carrément. Alors moi, je te connais bien, mais je pense que ça serait vraiment utile que tu te présentes un peu plus en détail pour les auditrices et auditeurs du podcast qui n'auraient pas encore la chance de t'avoir rencontré sur leur chemin. Oui, alors bah moi je suis Béatrice Camrère, je suis journaliste depuis 2015-2016. Je suis journaliste spécialisée dans les questions d'éducation et de parentalité. Donc je travaille pour différents titres de presse comme le magazine Sciences Humaines, la revue de l'école des parents. J'ai aussi écrit des livres parce qu'en fait moi ce qui me passionne c'est les questions qui fâchent sur ces sujets-là parce qu'on sait bien que éduquer les enfants en général il y a les pour, il y a les contre, il y a plein de guerres de tranchées. Et moi ce qui m'intéresse c'est évidemment pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais c'est de savoir avec quel argument
on peut, comment dire, argumenter dans un sens, dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça pour faire des choix un peu éclairés? Donc, j'ai écrit des livres sur l'éducation positive, sur les questions qui fâchent de manière générale et aussi, évidemment, sur la question des écrans, donc notamment avec un livre qui s'appelle Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur, qui est sorti en 2023 chez Canopé. Ouais, et c'est précisément pour ça que je t'ai invité sur le blog, sur le blog aussi, mais sur le podcast aujourd'hui. C'est pour parler des écrans. C'est un sujet qui nous rassemble, sur lesquels je pense qu'on a toutes les deux à cœur d'apporter une information qui soit vraiment utile aux parents. Et moi, je vois bien dans les accompagnements que ces écrans, ils génèrent beaucoup de peur et parfois justement, ça a des conséquences un peu dramatiques sur la relation avec les enfants. Enfin, ça complique beaucoup la vie. Donc, ma première question pour toi, Béatrice, en tant que journaliste scientifique, ça va être sur ces peurs, justement. C'est quoi la réalité de ces peurs? Qu'est-ce qu'il y a comme étayage scientifique derrière? Est-ce que c'est vraiment aussi dramatique que ce qu'on dit? Ouais, alors moi, c'était vraiment le point, à la fois le point de départ et le fil conducteur de mon livre, qui en fait était un livre enquête. Le point de départ, c'était de dire, bah voilà, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les contenus qui sont publiés médiatiquement dans la sphère publique sur les écrans, sur le numérique, sur les réseaux sociaux, eh ben, on a une grande majorité de contenus, de propos anxiogènes, de discours négatifs et anxiogènes, notamment sur les pratiques des jeunes. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. On a quand même une période au début des années 2000, un petit peu à se dire, oh, c'est génial, Internet, ça va changer notre vie. Donc voilà, donc on en est vraiment revenu et là, on est sur un discours très anxiogène. Et donc moi, ça a été ça de me dire, bon, qu'est-ce qu'on peut garder de ces peurs? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Est-ce qu'on a peur pour les bonnes raisons? Et d'y répondre, pas en allant chercher une personne pour me répondre, mais en allant chercher plein de spécialistes, en allant en fait à la rencontre des chercheurs et des chercheuses qui étudient vraiment ces questions-là parce que justement, quand on regarde dans les médias ce qui est publié, bah, souvent on a des prises de position un peu personnelles. Alors parfois c'est des gens qui par ailleurs ont un domaine d'expertise, mais qui font pas forcément de la recherche là-dessus. Donc moi je suis allée voir des sociologues, je suis allée voir des chercheurs en sciences cognitives, voilà, tout ça pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que ce qu'on voit assez majoritairement, et c'est pas vraiment un scoop, c'est qu'il y a une panique sociale en fait autour de la question des écrans. C'est-à-dire que notre peur, elle est un peu disproportionnée, elle est mal dirigée, et donc on a tendance à penser que les ados font des choses horribles, qu'il va leur arriver des choses horribles sur les réseaux sociaux. Et donc, s'il fallait vraiment résumer à grands traits les conclusions de l'enquête, c'est que d'une certaine manière, on va plutôt relativiser, on va plutôt ouvrir à la diversité et parfois on va aussi aller vers des enjeux un peu plus complexes, un petit peu plus nuancés, qui sont importants, mais dont on parle moins parce que ça ne va pas susciter autant d'émotions pour les parents, pour les éducateurs. Hmm. Oui, oui, c'est ce que j'avais effectivement apprécié dans ton livre, c'est le côté nuance. Moi, dans mon travail d'accompagnement parental, de thérapie familiale même, je vois bien que une peur qui n'est pas nuancée, qui est infondée ou partiellement infondée, ou quand on utilise des mécanismes de régulation face à la peur qui sont pas adaptés aux réels enjeux, ça ne fait que créer des problèmes supplémentaires. C'est pour ça que je parlais des conflits entre les parents et les enfants et des enjeux, des autres enjeux. Alors, je voudrais que tu développes un petit peu la question des enjeux éducatifs des écrans, parce que je trouve que c'est un angle qui est particulièrement pertinent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur le fait, alors je vais le résumer comme ça, mais je vais te laisser développer. C'est un point de vue que je partage, que les écrans, c'est un enjeu éducatif comme on a appris à nos enfants à traverser la route ou d'autres choses. Et je trouve que le voir sous cet angle, c'est hyper intéressant. Bah, en fait, le point de départ qui est tout bête, hein, qui est tout simple, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel il y a des écrans partout et dans lequel on souhaite que les enfants s'intègrent. C'est-à-dire que concrètement, on n'imagine pas qu'ils travaillent, qu'ils vivent leur vie d'adulte sans technologie numérique. C'est pas du tout quelque chose qu'on pense et qu'on espère pour eux. Donc, dès lors qu'on considère que c'est un environnement dans lequel on souhaite qu'ils soient à l'aise, on souhaite qu'ils soient compétents, on souhaite qu'ils aient leur place, eh ben, on doit se poser la question de savoir comment on va les accompagner. Parce
on ne peut pas simplement se contenter de dire on interdit ou on repousse le plus tard possible parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va donner la responsabilité à d'autres ou bien qu'ils vont se retrouver du jour au lendemain plongés dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas et donc en les exposant encore plus à des difficultés. Donc effectivement, ta comparaison, moi je l'utilise très fréquemment et je sais que toi aussi avec le code de la route, quoi. Enfin bon, l'espace public, elle est très pertinente parce que c'est la même chose. On fait pas des enfants pour qu'ils restent près de chez nous, enfermés dans leur chambre. On fait des enfants pour qu'ils aillent, qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, aller découvrir le monde. Bah, c'est un peu pareil avec Internet. Et les dangers sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout dans une posture angéliste, c'est-à-dire, il y a aucun problème sur Internet, tout le monde est super bien intentionné. Bah non, évidemment, il y a des dérives, il y a des problèmes, on en parle tout le temps et c'est très bien d'en parler parce que ça fait partie aussi de l'information. Simplement, on n'est pas complètement incapable face à ces problèmes, on les subit pas. Le but du jeu et le travail de l'éducateur, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des adolescents, des enfants, pour que justement, ils se disent pas, c'est des dangers insurmontables, je n'y peux rien, oulala, je suis une victime, c'est terrible, et je ne pourrai jamais sortir de cette posture-là. Donc, c'est comment est-ce qu'on les accompagne à percevoir les dangers, à les identifier, à les gérer, à s'en préserver dans un certain nombre de cas, hein, parce que de la même manière, on va pas dire à un enfant, oh, oui, je vais t'apprendre à traverser l'autoroute. Non, l'autoroute, on la traverse pas. Et c'est pareil, si on a des choses, on va pas les faire. Et puis, il y a des choses qu'on peut expérimenter, voir se tromper, parce que il y a aussi, alors là, pour le coup, c'est plutôt une différence. Le grand avantage du numérique par rapport à la vie réelle, c'est qu'en général, les dangers qu'on prend n'impliquent pas notre intégrité corporelle. Donc, on peut faire beaucoup plus d'erreurs, on peut beaucoup plus les réparer, dire qu'on s'est trompé, s'excuser, parce que ça va beaucoup moins impliquer de risques mortels en particulier que traverser la route. Ouais, oui, oui, mais c'est vrai que cette métaphore, je la trouve très pertinente. On la partage. Je voulais d'ailleurs insister là-dessus. Cette posture éducative, elle passe aussi beaucoup par le dialogue. Et justement, ça, c'est un message que j'essaye de faire passer aux parents quand on est dans une attitude de ah, c'est mal, c'est horrible, et même une attitude un peu dénigrante. C'est nul, ah, bah, moi de mon temps, etc. Ce qui est un peu tentant parfois, hein, je l'avoue. Il y a une forme de coupure du dialogue qui fait qu'on peut moins bien remplir le travail éducatif dont tu parles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important à mes yeux. Et quand le temps d'écran devient une sanction, une punition, il y a aussi parfois des mises en danger ou des expositions à des risques face auxquels les enfants sont démunis parce que, enfin moi quand je les reçois, ils me disent ah mais ça je peux pas en parler à mes parents parce que sinon ils vont me priver de mes écrans et ben, je pourrais pas discuter avec mes copains, je pourrais pas avoir des nouvelles, je vais être exclu un peu du groupe. Et c'est pour ça que cet aspect-là me semble très important. Je ne sais pas si ça rejoint des choses que tu as vues, toi, dans ton travail de Complètement. recherche. En fait, de manière générale, la manière dont on va utiliser les interdictions, là je sors un peu de la question purement des écrans, l'utilisation de l'interdiction en éducation, à la fois, bon, bah, c'est important, hein, il y a des moments où il faut interdire, c'est comme ça, et en même temps, moi, voilà, des réflexions que j'ai pu avoir, des choses que j'ai pu dire, je me rends compte que il faut vraiment le restreindre au strict minimum, parce que à chaque fois qu'on va faire une interdiction, eh ben, on prend le risque que si en fait elle n'arrive pas au bon moment, elle n'arrive pas de manière pertinente, si en face on n'a pas compris ce qu'il y avait comme enjeu, et ben en fait il y a du contournement et on soit dans une espèce d'escalade où l'enfant, l'adolescent va trouver un moyen quand même de toute façon pour faire ce qu'il veut faire, mais comme c'est interdit, il peut pas en parler et en fait on va se retrouver avec un énorme problème là où on aurait pu avoir un petit problème à résoudre. Donc de manière générale, l'interdiction c'est attention, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et voilà, donc il y a cette espèce de point de vigilance en fait quelque part par rapport à la question de l'interdiction. Et après bah oui évidemment ça rejoint énormément ce que j'ai pu regarder parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes qui sont liés effectivement, que ce soit de l'ordre du harcèlement, que ce soit de l'ordre de l'exposition à des contenus violents, que ce soit de l'ordre de même des sensations que les ados eux-mêmes peuvent ressentir, de dire oh là là j'ai du mal à couper, là quand je suis dans ma partie j'ai du mal, je sens que moi-même je ne contrôle pas très bien ma consommation, mais tout ça, bah, ça va être impossible d'en parler aux parents parce qu'on a peur du retour de bâton d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai que cette histoire de dialogue, pour moi, c'est un outil de prévention énorme et vraiment, vraiment, vraiment énorme parce que derrière, on a des problématiques de santé mentale, on a des problématiques, encore une fois, d'exposition à des contenus qui peuvent vraiment venir heurter les enfants. On a plein de problématiques très importantes de lien social.
mais aussi on a, comment dire, voilà, une méconnaissance un petit peu réciproque de ce qui fait l'intérêt des uns et des autres, de la culture des uns et des autres, et qui pose vraiment problème. Donc moi, j'aime bien dire aux parents que je leur propose d'adopter une posture d'ethnologue, en fait. Et donc de dire, ben, en fait, vous allez, un peu comme si vous alliez à la découverte d'une civilisation lointaine, c'est vos ados, et en gros, les regarder ben, comme le regarderait un ethnologue, c'est-à-dire sans juger. Évidemment que lui, il vient d'une autre civilisation, donc il a des comparaisons, on peut faire des comparaisons, petit, tiens, ça c'est pareil, tiens, ça c'est pas pareil. Mais en même temps, on regarde sans juger, on regarde avec une curiosité sincère, hein, pas un voyeurisme, non, non, juste une curiosité sincère et un désir de comprendre. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que les parents acceptent de rentrer un peu dans cette posture-là, en disant je ne suis pas mon jugement et je vais à la découverte, explique-moi pourquoi t'aimes ça, montre-moi quelque chose qui te plaît, et ben en fait, ça apporte énormément d'abord de valorisation de l'ado, de renforcement du lien, et souvent, ça peut permettre d'aller vers ces discussions un peu compliquées parce qu'on se sent en confiance pour pouvoir se livrer sur ça aussi. Yes, je rejoins ça à 100%. Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as dites, sur la notion d'interdiction notamment. En fait, moi, je rappelle très souvent aux parents en accompagnement que quand on fixe une règle, on doit s'attendre à ce qu'elle soit contournée, transgressée. Ça fait partie des inconvénients de poser des règles. Mais ce que je vois souvent dans les situations qui escaladent, qui arrivent à des choses soit très conflictuelles, soit une grosse rupture de communication, c'est que la transgression est retenue contre l'enfant ou l'ado. C'est bien la preuve qu'il n'est pas raisonnable, donc on va encore plus interdire, etc. Et en face, l'enfant, et particulièrement l'ado, dit, bah, de toute façon, on peut parler de rien avec eux. Ça me fait penser à une jeune fille qui, en sixième, voyait toutes ses amies avoir des téléphones portables. Elle y avait pas droit, elle comprenait qu'il y avait des limites, etc. Et en fait, son désir le plus cher, c'était d'avoir un smartphone, pas pour aller sur les réseaux sociaux, mais pour pouvoir envoyer des emojis dans ses messages, pour pouvoir envoyer et recevoir des emojis. Et elle me disait, tu vois, Sandrine, c'est horrible parce que quand je dis à mes parents, j'essaye de leur expliquer que c'est important pour moi, que, eh ben, ils me disent, bah, tu vois, t'es pas raisonnable, t'es tout le temps en train d'en parler, donc non, sûrement que tu y auras pas droit. Et en fait, alors, et après, on lui reprochait qu'elle faisait des colères un peu explosives à tout bout de champ, mais parce que cette jeune fille, elle était coincée dans, bah, je peux même pas dire que ce truc me fait envie. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais ça, enfin, tu as vraiment raison de le souligner parce qu'il y a vraiment cette interprétation des manifestations émotionnelles, enfin voilà, des ados, qui peut vraiment complètement faire flipper les parents, hein. Typiquement, bon bah voilà, l'ado est en train de faire sa partie de Fortnite, les parents coupent au milieu parce que c'est l'heure, on doit manger, on avait dit que c'était 30 minutes et pas plus, je ne sais quoi, et il pète un câble. Et là, tout de suite, c'est mon Dieu, c'est terrible, il est addict. Bah, en fait, c'est une mauvaise interprétation de, de ce que tout le monde aurait vécu si on était en train de faire un truc sur lequel, effectivement, on était un petit peu concentré, on était un petit peu impliqué dedans, et que quelqu'un, voilà, on a une coupure de courant, bon, on va pas être content, quoi. Donc, c'est exactement ce que tu décris. Et pour moi, et effectivement, ça fait partie de ce manque de dialogue et de manque de compréhension parce que dès lors qu'on se pose et qu'on dit, attends, là, ta réaction, c'est vrai, je la comprends pas trop, mais on va en parler en fait, parce que tu vas me donner des clés de compréhension et moi aussi, je vais pouvoir, parce que ça va dans les deux sens. Il y a beaucoup d'ados qui ont des difficultés à comprendre pourquoi leurs parents sont inquiets. Et typiquement, leur montrer que souvent, ce qu'il y a derrière, ben, c'est de l'affection, c'est de l'amour, c'est un désir de protection. En fait, c'est des aspirations tout à fait positives. Ben, ça les aide aussi pas forcément à être d'accord, mais à être dans la compréhension et à nous, peut-être eux aussi, à être un peu les ethnologues de leurs parents, à dire, OK, bon, c'est ça la logique, quoi. Mais ça, tu as raison de le souligner. Il m'arrive fréquemment dans des animations collectives, mais aussi en individuel, de dire aux ados, vous pouvez être plus habiles avec vos parents et de leur faire prendre conscience que, en fait, leurs parents, ils sont pas juste là pour leur casser les pieds, mais qu'il y a quelque chose de l'ordre de la protection, comme tu le soulignes derrière. Certains sont parfois surpris, en fait, parce qu'ils n'avaient pas du tout vu ça. Et effectivement, d'apprendre à être plus efficace avec leurs parents. Euh,
il y a très longtemps, il y a encore quelques années, j'animais les ateliers pareil pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent. Et je m'étais toujours dit, il faudrait que je fasse un atelier destiné aux ados qui s'intitulerait Parler pour que les parents écoutent. Et je pense que ça serait très utile aux ados et pas seulement aux parents. Bon, donc là, je pense qu'on a bien souligné l'enjeu du dialogue, de la dédiabolisation en quelque sorte, et d'avoir une approche plus nuancée. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, bah, je les invite à lire ton livre parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dedans. Mais je pense que ça serait intéressant, on a beaucoup parlé des ados, qu'on parle un peu des usages à travers les âges, les enjeux chez les tout petits, au niveau de l'école primaire, les ados on l'a un peu abordé, mais on peut y revenir, pour qu'on se fasse peut-être une idée plus précise justement de la réalité des risques, parce qu'on entend beaucoup chez les tout petits, ah mon Dieu c'est horrible, et en même temps les parents, bah oui mais le matin pour me préparer, ben pendant un quart d'heure ça m'arrange bien, je suis dans la salle d'attente, tout le monde me regarde de travers parce que j'ai donné le téléphone à mon gamin, mais sinon il démonte la salle d'attente. Enfin, voilà. Donc, je veux bien qu'on fasse un petit panorama Ouais, en à travers effet. les âges. Ouais. Ça marche. Alors oui, effectivement, hein, tu l'as dit, pour les tout petits, on va dire moins de 3 ans, hein, mais bon, encore une fois, c'est des catégories un peu à la louche. On est vraiment exposé à un discours médiatique qui est très, très anxiogène, qui nous explique que c'est très dangereux, les contenus numériques, c'est très dangereux pour les enfants. Alors, il y a une part de réalité, parce qu'en vrai, à moins de 3 ans, on n'a pas vraiment besoin. Là, pour le coup, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'insertion, etc., bon, c'est pas vraiment valable. À 3 ans, on peut tout à fait vivre sans écran, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun enfant qui pourra comment dire, ce sera jamais préjudiciable qu'il n'y ait pas d'écran dans une famille pour un enfant de moins de 3 ans. Donc ça, c'est quand même important à rappeler. Si on veut élever son enfant sans écran à 3 ans, il n'y a aucun problème. Ça peut tout à fait le faire. Pour autant, c'est vrai qu'il y a eu des alertes très, très importantes sur lesquelles on est en partie revenu. Typiquement, non, les écrans ne provoquent pas d'autisme. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, ça, c'est un grand non. Sur lesquels on peut par exemple s'entendre. Et puis, on a beaucoup centré vraiment sur, comment dire, on a beaucoup dit pas d'écran du tout avant 3 ans. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas tout à fait, d'abord pas tout à fait tenable, parce que comme tu l'as dit, il y a plein de petites situations où, et en fait sur lesquelles on n'a pas de données particulièrement inquiétantes. C'est-à-dire que si un enfant regarde un dessin animé chez un grand-parent, bon, bah, il n'y a pas de problème. Si un enfant fait une visio avec son grand-parent, on a même des éléments qui montrent que c'est plutôt positif pour le lien. Donc, voilà, de manière générale, en fait, mais ça, on va le retrouver à tous les âges et ça fait partie de la dédiabolisation. Parler des écrans d'une manière générale, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ça va dépendre de ce qu'on y fait. Donc, c'est déjà valable avec les tout petits. Si de temps en temps, on regarde un contenu avec lui et qu'on lui permet de commenter ce qu'il voit comme on le ferait avec un livre, évidemment, ça va remplacer les livres parce que c'est important qu'ils lisent des livres et qu'on leur lise des histoires, mais ça va jouer un peu le même genre de fonction parce qu'on va faire le même genre d'activité. Donc, à chaque fois, il va falloir se poser un petit peu ce genre de questions. Et en fait, ces questions-là de savoir qu'est-ce qu'ils font avec et est-ce que c'est intéressant pour eux, on va le retrouver à tous les âges. Donc aussi à l'âge scolaire où là, souvent, c'est plus les questions de jeux vidéo qui apparaissent parce que ben, on commence à avoir envie d'avoir des consoles. Quels sont les jeux qui sont appropriés, pas appropriés. Donc, on peut par exemple se poser la question de savoir comment est-ce qu'on choisit un jeu, comment est-ce qu'on va réguler le temps. Donc, en général, c'est à ce moment-là que commencent à se poser les questions du temps. Combien, quand? Alors, on n'a pas de réponse. Hein. Les scientifiques ne disent pas alors il a 8 ans et demi, il fait bien 1m28. Ok, alors lui, ce sera 45 minutes par jour. Voilà, donc ça fonctionne pas comme ça. Donc encore une fois, ça va être à construire dans les familles, selon les enfants, selon comment ils réagissent. Mais ça va être l'enjeu important à cet âge-là. Et puis plus on va arriver vers l'adolescence, plus la question va être celle des usages autonomes et en particulier ceux des réseaux sociaux. Donc c'est comment est-ce que dans cette période un peu de passage entre l'enfance où on est à côté de lui pour les usages des écrans ou jamais vraiment loin. On est là pour répondre aux questions, on est là pour aider le paramétrage. Comment est-ce qu'on passe à je suis adolescent et là, bah, c'est mon jardin secret, je parle avec mes amis, je m'informe et non, mes parents sont pas là derrière pour checker sur mon téléphone ce que j'ai dit, ce que j'ai répondu, ce que j'ai liké parce que ça fait partie de la vie privée des adolescents. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on passe de on va dire 11-12 ans jusqu'à où on est encore à côté, jusqu'à 13, 14, 15 ans. Encore une fois, je mets des grandes fourchettes parce que ça dépend des enfants, ça dépend des familles, mais globalement, où là, bah, il va être autonome.
Ouais, oui, oui, tu as raison de dire ça dépend des familles, ça dépend de la maturité. Je vais y revenir. Je pense important de souligner que chez les tout petits, les effets, c'est pas les écrans en eux-mêmes qui posent problème. Enfin, c'est quelque chose que je t'ai souvent entendu dire parce qu'on anime ensemble une conférence, mais on en reparlera un petit peu à la fin de cet épisode. Mais c'est quelque chose que je t'ai souvent entendu dire, c'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est pas les écrans, c'est le manque, ce qu'on ne fait pas quand on est sur les écrans, c'est-à-dire interagir avec un adulte, c'est-à-dire avoir une activité physique ou une activité de motricité fine ou voilà d'autres activités. Et ce que je t'ai entendu dire souvent, c'est si vous mettez un enfant dans un placard, vous obtiendrez le même résultat, mais sans écran, vous obtiendrez le même Oui, résultat. C'est un peu je paraphrase caricatural, Franck mais Ramu. Effectivement, il y a un chercheur qui s'appelle Franck Ramu qui avait dit si on enferme un enfant dans un placard et qu'il ne se développe pas normalement, on n'incriminera pas le placard. Et effectivement, c'est un peu le même genre de réflexion. Et tu as raison de le souligner, il faut vraiment se poser la question dans les deux sens. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les écrans et qu'est-ce qu'on ne fait pas du fait des écrans. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les plus grands parce qu'on se focalise beaucoup sur les petits, mais il y a est-ce que les écrans ne nous bouffent pas pour du temps pour faire du sport, du temps pour aller dehors, voilà, du temps pour faire autre chose dont peuvent manquer aussi les enfants. On sait que le manque de contact avec la nature, c'est quand même un problème. La sédentarité, c'est quand même un problème. Donc voilà, toutes ces choses-là, elles sont évidemment criantes dans la petite enfance, mais elles sont valables en fait pour l'ensemble de la vie, quoi. elle continue. Oui, oui, oui. Ça me fait penser aussi à une notion que j'observe très fort et qui, il me semble, est assez franco-française. C'est la vision qu'on a de l'enfant comme étant une chose fragile. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Je trouve que dans les pays scandinaves, par exemple, ils ont une vision très bienveillante, positive. Il y a une grande place pour les enfants, mais ils n'ont pas du tout, ou beaucoup moins que nous, en tout cas, cette vision de l'enfant comme fragile. Et cette vision de ah là là, s'ils font juste un petit peu d'écran, quelques minutes par jour, ça va leur abîmer le cerveau. Ça va tout à fait dans le sens de cette vision fragile de l'enfant, qui est assez fausse finalement. Justement, si on veille à un équilibre plus large. Je ne sais pas comment Ouais, tu. alors moi je le formulerai pas forcément exactement comme ça parce que je pense que ça correspond à une forme de réalité, la fragilité de l'enfant, mais je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec le fond de ta pensée. Moi je le relierai davantage à notre difficulté de penser les risques, c'est-à-dire qu'on est dans une vision qui est très radicale du risque, parce que c'est très compliqué de se représenter les choses sur le plan statistique. Et c'est vrai que dans tout ce qui est éducatif, et les écrans, ça en fait partie, on ne peut pas dire à un parent, si vous faites ça, il va se passer ça, et c'est certain. Les liens de causalité, ça entraîne ça, n'existent pas. Ce qu'on peut regarder, ce sont des corrélations. Donc, c'est quand on fait ça, statistiquement, on observe une augmentation de ça. Mais est-ce que les deux sont liés? Et est-ce que forcément, si je fais ça, ça va entraîner ça? Non. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que comme du coup, notre perception du risque, on a tendance à la penser en 0 ou 1, quoi. Donc, soit tout est parfaitement sécure, soit c'est très dangereux et donc il faut absolument l'éviter. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne avec les enfants. Et effectivement, du coup, ça veut dire qu'ils sont pas aussi fragiles que ça, mais de manière plus générale, voilà, ça veut dire que si par exemple, je sais pas, voilà, on a agi en tant que parent, on a donné une fessée, par exemple, bon, c'est pas le fait de l'avoir fait qui va entraîner que, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut se tromper, corriger, s'excuser, revenir. Ça va pas fonctionner comme ça. Par contre, évidemment, les enfants qui sont maltraités, à qui ça arrive tous les jours, et, bon, eux, ils vont avoir des problèmes. Mais parce qu'en fait, l'occurrence est beaucoup plus importante. Ça va être un peu pareil avec les écrans. C'est pas parce qu'un jour, mettons, on fait quelque chose qu'on considère comme étant pas complètement adéquat que ça va avoir des conséquences. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc voilà, on peut vraiment étendre ce raisonnement à tout. Mais pour moi, ça procède de notre difficulté à nous représenter les risques et les opportunités, parce que ça va dans les deux sens, hein. Les bénéfices, c'est exactement pareil. Et Yes. donc, il faut essayer enfin, moi, j'essaye d'aider les parents à se connecter avec cette vision beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée des risques. Oui, évidemment, c'est comme nous. Il y a des jours, on fait des trucs qui sont optimaux sur le papier, puis il y a des jours, on est un peu moins optimaux. Et ce qui compte, c'est la direction globale. Et ce qui est important, c'est de savoir, voilà, vers où je veux aller avec mon enfant, qu'est-ce que j'ai envie de construire avec lui, parce que c'est ça qui va me donner un peu le chemin, voilà. Et puis le reste, bon, il y a un peu de tout. Il peut y avoir des faux pas, c'est pas grave.
Ouais, ouais. Mais là-dessus, on se rejoint tout à fait sur la vision un peu exploration, expérimentation de la parentalité. Je pense qu'on en reparlera sans doute dans un autre épisode. Ça m'a fait penser ce que tu viens de dire. Et, effectivement, moi, en accompagnement, c'est pas moi qui dis aux parents faites comme ci, faites comme ça. Même si je peux donner l'impression parfois dans mes interventions, je les amène surtout, d'abord et avant tout, à essayer de se questionner sur les risques et les bénéfices d'une attitude et les risques et les bénéfices de l'autre attitude, de l'autre choix qui se présente à eux, pour pouvoir prendre une décision qui sera d'une part quand même en ligne avec leurs valeurs et d'autre part tenable sur le long terme. Parce que la grosse problématique de bah, je veux le minimum de risque, donc je ne veux pas du tout exposer mon enfant aux écrans, si on prend ce sujet des écrans. Bah ok, c'est une philosophie qui est parfaitement entendable, que je peux comprendre, mais qui a un coût, qui Mm. a un coût en énergie, parce qu'il va falloir faire tenir, d'autant plus que l'enfant grandissant, l'usage des écrans devient un enjeu social, devient un enjeu pour s'informer, pour communiquer, enfin, pour des tas d'autres usages. Et donc, quel est le coût en énergie, en contrôle, en qualité de la relation, en opposition qui se met entre l'ado et le parent? Et est-ce que le parent est d'accord pour continuer Mm. à tenir quand ce coût augmente? À quel Oui, prix oui. il est prêt à tenir le contrôle sur ce sujet? Moi, j'ai une décision très personnelle, mais elle est pour moi et uniquement pour moi parce que je suis une grosse feignante et donc j'ai très peu tenu de cadre. Mais c'est peut-être pas l'idéal et c'est certainement pas l'idéal pour un autre parent que moi. C'est aussi ce que tu soulignes aussi, c'est que c'est une position de principe. Et bon, c'est très important hein, d'avoir des principes, d'avoir des valeurs, mais le problème des positions de principe, c'est que souvent, elles fonctionnent pas à long terme et elles ont besoin d'être remises en question. C'est-à-dire typiquement dire, chez moi, c'est zéro écran. Encore une fois, jusqu'à 3 ans, je pense que c'est tenable, peut-être même un petit peu, mais Même voilà, école peu importe, primaire, je à sais mon pas, mais avis. Ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, c'est pas tenable au long cours. Et donc, c'est comment est-ce qu'on l'a fait évoluer, sachant que ça a été une position de principe radicale. Alors que voilà, si on est sur des objectifs, mais qui sont un petit peu plus souples et qui vont pouvoir grandir avec les enfants, avec la famille, avec les parents aussi, parce qu'on peut soi-même cheminer en tant que parent, dire bah non, ça, moi dans ma pratique numérique, ça ne me convient plus, donc en fait, je vais faire autrement, des choses, enfin numérique au sens large, hein, des parents qui auraient pu avoir, je sais pas moi, une télé dans le salon, qui disent bah j'en peux plus moi de voir cette télé, maintenant on va la mettre ailleurs, ou des parents, peu importe, je veux dire, on évolue tous et on se questionne tous sur notre équilibre, sur la façon dont tous ces contenus médiatiques, numériques arrivent dans nos vies ou non, interfèrent avec nos vies ou non, et on peut à un moment donné décider que ça ne nous convient plus. Et donc cette flexibilité, ça ne veut pas dire qu'on a eu raison, ça ne veut pas dire qu'on a eu tort, ça veut juste dire qu'on a besoin de quelque chose qui soit bien ajusté à notre famille, à notre dynamique et à nous-mêmes. Et moi, c'est plutôt ça que je crimine, plutôt que le fait de se donner des règles, c'est de dire dans quelle mesure on est capable de les questionner sans avoir l'impression que c'est parce qu'on a mal fait ou qu'on est remis en question ou que non, parce qu'en fait, c'est juste on va faire un bilan. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça convient pas? Qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça permet de pas de faire? Et est-ce qu'on pourrait pas trouver un équilibre qui en fait nous satisfait davantage, y compris pour les parents? Oui, Et oui, donc oui, voilà, cette flexibilité-là me paraît importante et vivifiante et du coup peut ouvrir aussi la voie à bah, donner la parole aux enfants et aux ados, non pas pour suivre ce qu'ils me disent ou pour accéder à tous leurs désirs, c'est pas du tout la question, mais pour qu'ils puissent participer en fait à ce questionnement et à dire ben voilà moi en famille quand on fait ça avec les consoles, la télé, le smartphone, je ne sais pas quoi, ça ne me convient pas ou ça me va, mais quand on fait ça, j'ai vu avec chez mon copain ils font comme ça me plaît beaucoup bah, ça permet aussi de construire de nouveaux équilibres, d'expérimenter de nouveaux équilibres, sans forcément qu'il y ait quoi que ce soit des piliers qui soient remis en question, mais juste on trouve comment faire en sorte que ça se passe bien. yes, yes, yes. Je suis à fond d'accord sur la flexibilité. Je vais glisser un petit outil que je glisse parfois, qui est toujours hyper surprenant pour les gens qui m'écoutent. Mais si on ne veut pas complètement renoncer à ses principes et à ses règles, de façon assez surprenante, on peut aussi fixer les règles à temps partiel.
Et ça, les gens me disent quoi, comment? J'ai plusieurs exemples, mais je pense particulièrement à une maman que j'avais eue en accompagnement. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un dernier épisode, mais et qui arrivait aux vacances scolaires. Elle me dit, va falloir tenir sur les écrans, les corvées, débarrasser la table, etc. Ça va être l'enfer. Elle était enseignante et elle me disait là, pendant 2 mois, j'imagine même pas, ça va être affreux, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, et je lui ai proposé de tenir les règles à temps partiel, un jour sur deux. Hmm. Donc D'accord. un Ok. jour, je tiens mes règles selon mes principes, et le lendemain, je sais que de toute façon, ils vont rien faire du tout. Et ça permet généralement aux parents, en effet, alors, il faut le préparer avec les enfants, l'aborder, etc. Mais ça permet souvent aux parents de souffler un peu parce que tenir les règles, ça demande de l'énergie et de se rendre compte que bah, peut-être ils peuvent arriver à un niveau un peu plus bas. Et très, très, très souvent, quand on a réinstauré en parallèle du dialogue, eh ben, les enfants, ils se rendent compte que leurs parents font un effort pour être plus cool, pour être moins strict. Et donc, il faut aussi, eux, une petite partie du chemin. Donc voilà, ça peut être un outil qui n'est pas inintéressant à garder en tête pour les parents. Oui, ça me fait penser à une expérience qu'on avait fait avec ma fille, ça devait être il y a 2, 3 ans, donc elle était fin de collège avec le smartphone, elle l'a vu il n'y a pas très, enfin pas bien longtemps avant, et la question c'était est-ce que je le mets dans la cuisine la nuit ou est-ce que je le garde dans ma chambre, même éteint. Bon, ça n'avait pas été tranché. Et je sentais bien qu'elle était un peu réticente à l'idée de le mettre ailleurs que dans sa chambre. Et donc je lui dis, bah écoute, si tu veux, on expérimente pour 3 semaines, je crois que j'avais proposé, ou une semaine, je sais plus. Enfin, c'était un temps suffisamment long pour que quand même on puisse en dire quelque chose, mais pas non plus infini. Et pour moi, il n'y avait pas de volonté de lui imposer quoi que ce soit, mais j'avais envie qu'elle se pose la question de savoir ce que ça lui faisait vivre, de positif ou de négatif, en disant, bah écoute, on fait le point après. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a, en quoi ça t'a posé éventuellement problème? Et après, on décide, ben voilà, on l'adopte à titre provisoire et on voit si la mesure mérite d'être instaurée ou non. Et le fait de déplacer ce qui aurait pu être une règle en tiens, on va tester. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu le mettes ou que tu le mettes pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça te fait de le mettre ou pas de le mettre, enfin de le garder ou de pas de garder. Ces déplacements-là, en fait, a été hyper fécond parce que ça a permis, un, de parler, deux, de questionner elle-même ses usages sans que moi, j'ai eu à lui poser de questions. C'est elle qui l'a fait elle-même. Et au final, de trouver une manière intermédiaire et qui lui convient de gérer cette question du téléphone. Yes. Donc ça va aussi dans le sens du dialogue, de la responsabilisation, c'est-à-dire de les amener eux à C'est réfléchir et ça. pas de leur dire c'est comme ça, c'est pas comme ça. Donc c'est aussi une approche effectivement qui est très intéressante. Bon, ben, je pense qu'on a abordé pas mal de choses, en tout cas pour un premier épisode sur le sujet. Est-ce que tu vois, toi, quelque chose à rajouter à tout ce qu'on a dit jusque-là? Ou si tu n'as rien à rajouter, peut-être si tu as envie de faire une petite conclusion. Ouais, enfin moi j'en parlerai pendant des heures, mais je crois que toi aussi, on est des grandes bavardes et puis on est passionnés par ces sujets-là, donc non, je vais pas encore en rajouter. Moi, j'ai vraiment envie d'envoyer des messages renforçants et capacitants en fait aux ados et aux parents, dire voilà, je trouve qu'on a peut-être si ça devait être une conclusion, on a quand même un discours qui est très pessimiste. Pas que sur les écrans, hein, sur la société en général, c'est dur d'avoir des futurs désirables en ce moment. Donc, on a l'impression de s'acheminer vers des choses un peu sombres, un peu douloureuses. Et moi, j'ai vraiment très envie de faire partie de ceux qui portent une parole différente et notamment une parole qui donne de l'espoir, qui donne envie et qui dit, OK, on va y arriver, on va se remonter les manches. Il y a des trucs qui sont pas faciles, mais on va y arriver. On n'est pas tout seul. En général, les parents, il y en a beaucoup qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Donc, moi, typiquement, à chaque fois que je vois les parents regarder leurs chaussures parce qu'ils ont honte, parce que leur enfant, il passe autant, parce que quand même, je dis non, mais en fait, vous n'êtes pas tout seul. On est tous confrontés aux mêmes problématiques et on fait tous comme on peut pour avancer là-dedans. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment des messages qui sont importants au-delà de ce qu'on peut dire des usages et des impacts des technologies numériques. C'est ce discours aussi, ce message à renvoyer pour les parents voilà, qui me semble nécessaire. Oui, oui. Bah, encore une fois, je te rejoins là aussi à 100%. C'est aussi, j'en profite pour en parler, le message
qu'on a eu envie de faire passer en s'associant pour animer nos conférences sur les écrans. Parce que justement, il y a plein de choses à dire, à la fois en apport d'informations, comme on a pu le faire là, en apport d'outils. Parce que, comme tu le dis, les parents, quand on est dans cette approche qui est très alarmiste et sans nuance, les parents, ils culpabilisent, ils ont honte et ils ont du mal à demander de l'aide parce qu'ils s'attendent à ce qu'on leur dise c'est de votre faute, vous aviez qu'à interdire, vous aviez qu'à faire comme ci, vous aviez qu'à faire comme ça. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que il y a des manières de se sortir de situations qui ont l'air inextricables et très difficiles euh, qui ne sont pas si inaccessibles que ça. Donc ça fait partie des choses qu'on essaye de partager à toutes les deux. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir sur le site, je mettrai en lien dans la description de la vidéo. S'il y a des prochaines dates pour cette conférence, on va être en Bretagne au mois de mai, si mes souvenirs sont bons, mais il y a d'autres projets dans les tuyaux, voilà. Donc si vous voulez venir nous voir ou si vous voulez nous faire venir, vous pouvez me contacter. Bon, et je ne saurais que trop recommander. Alors, ton livre, c'est Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur, si je me Absolument. souviens bien, dont j'ai déjà parlé sur le blog, mais que je trouve vraiment formidable. Je le recommande vraiment à tous les parents. Et puis, tu en as écrit d'autres. Donc, il y avait, mes souvenirs vont vers l'éducation vraiment positive que j'ai aussi pas mal recommandé, que je trouve vraiment chouette pour dédramatiser, déculpabiliser. Tu en as sorti un autre récemment, le dernier qui est sorti. Non, c'était Nos Oui, ados sur les il réseaux s'appelle Calme, sociaux. ferme et Ah oui, bienveillant. Et en fait, c'est une réédition augmentée du livre de l'éducation vraiment positive, parce qu'en fait, en l'espace de 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur ces questions-là, d'autorité, de rapport à l'enfant. Et donc, du coup, il y a pas mal d'ajouts, de compléments pour mieux comprendre la situation d'aujourd'hui. génial. Merci. Euh, Est-ce qu'on dévoile qu'on a des petits projets en sous-marin et bon, pour le moment, ils ne sont pas encore concrétisés, mais il faut nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc soit sur ceux de Béatrice, soit les miens. On vous donnera les infos dès que ça sera un peu plus concret, organisé sur des choses qu'on va faire ensemble, en plus de nos conférences. Donc, je garde le Exactement. suspense, mais on va Ouais, ouais, dévoiler ça bientôt. tout à fait. Merci à toi, Sandrine. Mais merci Béatrice et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du côté des parents.